C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et de pouvoir poser au cours de l'année à venir deux séries de questions. Que penser des inégalités croissantes dans le monde et des épidémies qu'elles engendrent? Ou par exemple, des 10 000 décès quotidiens dus à la tuberculose et au sida. Que penser des techniques nouvelles qui permettraient d'arrêter ou de ralentir ces épidémies si elles étaient disponibles là où l'on a plus besoin. On a le plus besoin. Que penser du fait que les risques diminuent dans une partie de la société globale, tandis qu'ils augmentent fortement ailleurs? Les mouvements de population et donc de maladies à vaste échelle ne sont pas nouveaux. Mais ce qui est nouveau, du point de vue d'un médecin, c'est que nous disposons d'outils qui n'existaient pas voici 50 ans et qui sont distribués aussi injustement que les maladies dont je vais parler. Les maladies infectieuses qu'on peut soigner sont la principale cause de décès parmi les pauvres de la planète. Ces mêmes inégalités sociales donnent naissance, bien évidemment, à une pléiade de malheurs qui vont des violations des droits de l'homme au terrorisme. Si le médecin a pour tâche de prévenir ou de guérir les malades, l'anthropologue doit, quant à lui, resocialiser la tragédie de ceux qui souffrent inutilement. La deuxième question est donc la suivante. Qu'est-ce qui justifie un tel exercice? A-t-il une quelconque utilité? Ou bien sert-il de cache-misère aux efforts vains du médecin face à l'immensité de la souffrance? Ce n'est pas mon opinion, et je suis très reconnaissant au Collège de France d'avoir nommé à cette chaire quelqu'un qui consacre son temps à fournir aux malades pauvres un accès aux soins. Ce qui justifie un tel exercice sociologique, c'est un pragmatisme à grande échelle. Pierre Bourdieu le dit mieux que moi, et je cite, « Porter à la conscience des mécanismes qui rendent la vie douloureuse, voire invivable, ce n'est pas les neutraliser. Porter au jour les contradictions, ce n'est pas les résoudre. Mais pour si sceptique que l'on puisse être sur l'efficacité sociale du message sociologique, on ne peut tenir pour nul l'effet qu'il peut exercer en permettant à ceux qui souffrent de découvrir la possibilité d'imputer leur souffrance à des causes sociales et de se sentir ainsi disculpés. » Fin de citation. Je n'espère pas atteindre des sommets théoriques, mais plus simplement d'élucider comment le concept de violence structurelle peut éclairer l'anthropologie et d'autres disciplines visant à déchiffrer la vie sociale contemporaine. À la suite de ceux qui ont étudié l'esclavage, le racisme et d'autres formes de violence institutionnalisées, un nombre croissant d'anthropologues s'intéressent à la violence structurelle. Chacun semble avoir sa propre définition de la structure et de la violence. Ce dernier thème a été le sujet d'ailleurs de Françoise Héritier au Collège de France. Elle définit la violence comme toute contrainte de nature physique ou psychique susceptible d'entraîner la terreur, le déplacement, le malheur, la souffrance ou la mort d'un être animé. Les grandes épidémies d'aujourd'hui sont un des symptômes de la violence structurelle. De même, l'expression de violence structurelle provoque bien des débats épistémologiques dans nos rangs. Le terme remonte au moins aux études de Johannes Galtung et, vers la même époque, aux réflexions des théologies de la libération en Amérique latine. Ces dernières utilisent le terme de façon large pour désigner les structures sociales honteuses
caractérisée par la pauvreté et de grandes injustices sociales, au nombre desquelles le racisme et l'inégalité entre les sexes. En bref, le concept de violence structurelle est destiné à mettre au jour les rouages de l'oppression. J'examinerai également au cours de cette conférence comment différentes approches désocialisantes, dont celle qui consiste à gommer la mémoire de l'histoire, jouent un rôle essentiel dans le développement de lectures hégémoniques aptes à huiler ces rouages. La question de savoir dans quelle mesure les individus peuvent lutter contre cette machine infernale et ses renforts symboliques a suscité beaucoup d'intérêt parmi les anthropologues. Nous nous sommes penchés sur les armes des faibles, pour reprendre l'expression de James Scott, et de nombreux textes ont rendu l'hommage à différentes formes de résistance à l'ordre social dominant et à ses bases symboliques et matérielles. Au-delà des espoirs plus ou moins réalistes suscités par ces luttes, l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale ont un impact profond sur la plupart des milieux qu'étudient les anthropologues, qu'il s'agisse des bidonvilles, toujours plus étendus, et des villages en peau de chagrin du tiers-monde, ou bien souvent aussi des grandes villes des États-Unis. Une véritable résistance collective existe dans certains de ces endroits, mais elle a fréquemment moins d'effet que nous l'imaginons. On s'en rend compte lorsqu'on tente de faire le décompte précis des victimes ou lorsqu'on s'efforce de les soigner. Formulons ainsi les choses. À quelques variantes près, le degré d'oppression est inversement proportionnel à la possibilité de résister à cette oppression. Nous disposons d'excellentes études portant sur la souffrance sociale en France, aux États-Unis, au Brésil et en Amérique latine. Mais parce que la recherche ethnographique repose sur des entretiens avec des personnes vivantes ou sur les textes laissés par les gens instruits, une partie du tableau nous échappe. Une anthropologie qui se soucie du décompte des victimes doit bien sûr s'intéresser aux morts et aux mourants. Elle doit s'efforcer de comprendre comment la souffrance est réduite au silence ou franchement escamotée. Elle doit se pencher sur les complicités qui permettent de gommer l'histoire et de masquer les liens évidents entre les morts et les mourants d'une part et de l'autre ceux qui ne sont pas perdants dans la lutte pour la survie. Je défendrai ici la conviction suivante. Ne jamais perdre de vue la matérialité du social permet d'éviter un romantisme malvenu dans l'étude de la violence structurelle. Un compte rendu honnête des gagnants, des perdants et du score global constitue un garde-fou essentiel contre l'exaltation de ceux qui, comme nous, sont généralement à l'abri de la violence structurelle. Je vous prie d'excuser le manque d'élégance de l'expression matérialité du social. Je l'ai utilisé pour le titre de cette conférence afin de souligner que la vie sociale en général et la violence structurelle en particulier ne peut se comprendre sans recourir à une approche profondément matérialiste des phénomènes ethnographiquement visibles. Par cette matérialité, je dessine l'économie, mais avec tout ce qu'elle comporte de politique et de social. Les structures économiques sont socialement construites. De même pour la biologie, elle aussi modelée par le social. Je n'essaie pas de relancer un vieux et faux débat, de persuader les matérialistes de la vieille école que la vie sociale a son importance et de convaincre les culturalistes purs et durs que la matérialité des corps et des modes de production est la substance même de la construction sociale. Pour rester dans la métaphore, disons que tout projet social exige des matériaux de construction et que le processus de construction lui-même est inévitablement social et donc culturel. Les conséquences malheureuses de la violence structurelle, maladie, blessures, décès, assujettissement ou terreur, sont matérielles. Pour l'anthropologue qui se penche sur la pauvreté et l'exclusion ou le dangereux mélange des deux,
La violence structurelle s'incarne directement et concrètement dans la réalité quotidienne. Les réalités dont je parlerai au cours de l'année comprennent des épidémies, mais aussi des violations des droits de l'homme. Une telle approche cadre parfaitement avec le projet de l'anthropologie moderne. C'est plus vrai aujourd'hui que jamais, comme je le montrerai. Mais elle est déjà à l'œuvre depuis plus d'un siècle. En 1923, par exemple, dans un texte intitulé « Ce dont traite l'anthropologie », A.L. Krobel soulignait les liens entre l'anthropologie, biologie et histoire. La discipline, écrivait-il, est généralement classée à la fois comme une science biologique et une science sociale. Cette double appartenance est inhabituelle parmi les sciences. D'autant plus inhabituelle à notre époque où une spécialisation très pointue dans les sciences biologiques a été couronnée de succès. Les réussites sont hélas moins évidentes en sciences sociales où la spécialisation croissante a souvent eu pour corollaire l'oubli de l'histoire et de l'économie politique. Les effets de cette amnésie désocialisante sont palpables dans plusieurs disciplines, telles l'économie, la démographie, l'épidémiologie et de nombreuses branches de la médecine et de la psychologie. Elle est même perceptible en anthropologie et en sociologie que beaucoup tiennent pourtant pour les plus contextualisantes des sciences sociales. Alors que la plupart des recherches anthropologiques portent sur les phénomènes biosociaux complexes, l'histoire et la biologie n'ont jamais été aussi étrangères à l'anthropologie et à la sociologie. Une anthropologie de la violence structurelle fait nécessairement appel à l'histoire et à la biologie, de même que l'économie politique. Le recensement des victimes ne peut être correct sans l'épidémiologie, la médecine légale, la médecine clinique et la démographie. L'effacement de ces vastes domaines de connaissances constitue sans doute la problématique centrale de l'anthropologie de la violence structurelle. Si nous nous donnons, pour tâche réjouissante, de comprendre la maladie, la mort et la destruction, il faut alors examiner comment le refus de l'histoire ainsi que de la biologie entrave une analyse honnête de la vie sociale. Je commencerai par des exemples empruntés à Haïti, pays où je vis et je travaille depuis une vingtaine d'années et en tant que médecin et anthropologue. On attribue à Tacite cet aphorisme. Ils créèrent un désert qu'ils baptisèrent la paix. Cette phrase convient bien aux architectes de la violence structurelle. En matière intellectuelle, leur tour de passe-passe préféré consiste à gommer l'histoire. Le refus de l'histoire ou sa distorsion participe au processus désocialisant indispensable pour générer une lecture hégémonique des événements et de leurs causes. Le révisionnisme rudimentaire, qui consiste à nier purement et simplement l'existence d'un événement, reste possible, mais n'est ni très persuasif ni très efficace dans les allées du pouvoir. Gommer l'histoire est une opération subtile qui avance à petits pas. Il s'agit d'effacer les liens de cause à effet à travers l'espace et le temps. Elle a dans son camp l'oubli, processus naturel. Le temps guérit toutes les blessures, dit-on, y compris celles qui n'ont jamais été assainies et qui menacent de se rouvrir à la plus grande surprise de ceux qui ont oublié. Pour l'ethnographe qui s'efforce de tendre vers la vérité, ambition considérée dans certains milieux universitaires comme romanesque, pour ne pas dire fantasque. Bref, pour cet ethnographe, obtenir le compte rendu fiable d'un événement relève toujours de l'exploit. L'enquête anthropologique débute souvent autour de faits présents et de phénomènes ethnographiquement visibles. On court un risque grave lorsqu'on étudie les retombées sociales d'un acte de terrorisme, d'une épidémie nouvelle ou d'un barrage hydroélectrique, comme c'est mon cas parce que je travaille dans un village haïtien qui s'est recréé après l'inondation d'une vallée. On risque de ne voir qu'un résidu du sens que l'on
si l'on ne recourt pas à une analyse large aussi bien historique que géographique. On observera peut-être les flaques d'eau, mais pas la tempête et encore moins les nuages qui l'annonçaient. Les deux aspects, géographiques et historiques, de cette tâche explicative sont aussi essentiels l'un que l'autre. Ceux qui se contenteraient d'interroger le passé pour déchiffrer le présent d'un lieu ne découvriront pas les réseaux de pouvoir qui pèsent sur la misère, qui la relient à des processus concomitants mais moins visibles. Ceux qui s'en tiennent à l'étude des grands acteurs contemporains pour expliquer la misère ne verront pas comment l'inégalité est structurée au cours du temps. L'anthropologue Sidney Mintz note que par un étrange tour de passe-passe, les monographies anthropologiques escamotent les unes après les autres tout signe du présent et de son pourquoi. Fin de citation. Quels matériaux de construction ont été utilisés, quand, pourquoi, comment? Nos efforts pour geler les processus sociaux dans un présent ethnographique nous ont, en fin de compte, compliqué la tâche. Revenons à l'histoire d'Haïti. Comme l'écrivait en 1797 Moreau de Saint-Méry, l'un des principaux chroniqueurs de l'époque coloniale française, et je cite, « La partie française de l'île Saint-Domingue est de toutes les possessions de la France dans le Nouveau Monde la plus importante par les richesses qu'elle procure à sa métropole, Paris, et par l'influence qu'elle a sur son agriculture et sur son commerce. » Selon l'historien Herbert Klein, la moitié des esclaves qui traversaient l'Atlantique à cette époque étaient destinés à cette colonie. À la fin des années 1780, écrit Klein, les planteurs de Saint-Domingue étaient considérés comme les producteurs de sucre les plus efficaces et les plus productifs. La population des esclaves s'élevait à 460 000 personnes, soit plus que dans aucune autre île des Antilles. Il représentait en fait presque la moitié d'1 million de captifs que comptait l'ensemble des colonies de la Caraïbe. Les exportations de l'île équivalaient aux 2/3 de la valeur totale des exportations en provenance des colonies françaises, des Indes occidentales, soit plus que celles des colonies britanniques et espagnoles confondues. Chaque année, plus de 600 navires chargeaient dans les ports de l'île le sucre, le café, le coton, l'indigo et le cacao destinés aux consommateurs européens. Fin de citation. On peut sans doute parler de l'efficacité, mais pour qui? Les ancêtres des Haïtiens d'aujourd'hui étaient, semble-t-il, en très mauvaise santé. Je cite Jean Weiss, une anthropologue américaine. Les esclaves venus d'Afrique apportaient en Haïti des reliquats de leur système culturel, la fièvre jaune, le pion et la malaria. Les Espagnols leur donnèrent la canne à sucre, des conditions d'esclavage particulièrement dures, une certaine version du catholicisme, la variole, la rougeole, la typhoïde et la tuberculose. Puis les Français leur firent don d'une langue, d'un vernis de culture française et d'une servitude toujours aussi implacable. Fin de citation. Partout où elle fut introduite, la tuberculose eut des conséquences durables. En 1738, la maladie était assez répandue pour inquiéter les médecins français en visite dans l'île. À la fin du XVIIIe siècle, Moreau de Saint-Méry remarquait que la saison des pluies était particulièrement difficile pour les poitrinaires de la colonie, terme qui aujourd'hui désigne couramment la tuberculose dans les campagnes haïtiennes. Malgré l'importance d'Haïti pour son économie, la France dépensa des sommes négligeables dans le domaine de la santé. À l'aube de la Révolution française, il n'existait que quelques hôpitaux militaires lamentables. La minorité blanche se faisait soigner à domicile. La majorité noire, lorsqu'elle avait la chance de bénéficier de soins, recevait les traitements de qualité très variable dans les infirmeries des plantations.
Un historien qui s'est penché sur le cas d'une grande plantation indique que les esclaves de ce domaine jouissaient d'une assez bonne santé. La plupart des historiens soulignent toutefois une différence importante de taux de mortalité parmi les nouveaux arrivants africains et parmi les esclaves nés dans l'île. Les registres d'une plantation, par exemple, révèlent qu'un tiers des esclaves récemment achetés mouraient en l'espace d'1 ou 2 ans. La colonie était un enfer au point d'apparaître comme tel aux voyageurs du vieux continent, à qui pourtant l'esclavage ne posait guère cas de conscience. À l'époque des Lumières, la plupart des Européens acceptaient les justifications de l'esclavage données en ce temps. Peu d'esclaves réussirent à exprimer leur point de vue par écrit avant la Révolution, qui prit fin en 1803 et qui fit d'Haïti la première république indépendante d'Amérique latine, aussi la première république noire du monde. Quelles étaient les conditions de vie à la fin de cette guerre d'indépendance? Selon le médecin haïtien Harry Borde, tous les médecins et les chirurgiens avaient quitté l'île. La majorité des hôpitaux et des autres institutions avaient été détruites, à l'exception des hôpitaux militaires de Port-au-Prince et de Cap-Haïtien, l'ancien Cap français. Les villes étaient en ruine, dépourvues d'égouts et de latrines. Seuls les garçons de salle des hôpitaux détruits, des sages-femmes, des guérisseurs et des rebouteux assuraient encore de rares soins. Borde nous parle, et je cite, « d'une foule de personnes sans formation face à une population à peine libérée de l'esclavage, vivant en général dans les cases primitives sans eau ni latrine, affaiblie et décimée par les maladies infectieuses contre lesquelles elle était si mal protégée, la population. Il s'agissait là du legs accablant laissé par nos anciens maîtres, assoiffés de profit et très peu soucieux des conditions de vie et de la santé de la population indigène. » Fin de citation. 200 ans plus tard, j'ai eu la chance de découvrir Haïti. J'ai vu à l'œuvre le déni sélectif de l'histoire et la force également masquée de la biologie. Ces legs accablants demeurent très vivants dans la campagne haïtienne, avec un revenu annuel par habitant inférieur à $400 US l'an. Haïti rural a longtemps vécu au bord de la famine et sa population doit faire face, comme avant, à un grand nombre de problèmes de santé aggravés par la malnutrition chronique. Les logements se réduisent trop souvent toujours à des cases primitives. En 1980, juste avant que je commence mon travail en Haïti, le ministère de la Santé estimait qu'à 1,8%, le nombre d'Haïtiens qui disposaient d'eau potable dans les zones rurales. Quant à la population, elle est toujours décimée puisque les maladies infectieuses font encore plus de victimes. Aujourd'hui, le taux de mortalité dû à la tuberculose compte parmi les plus élevés du monde. Les données disponibles montrent que cette maladie demeure l'une des premières causes de décès parmi les jeunes adultes. La situation semble s'être aggravée ces dernières années puisque la prévalence de la tuberculose a augmenté avec l'arrivée du virus VIH. Avant de poursuivre, je voudrais projeter des images pour rendre plus palpables les effets de la violence structurelle, mais aussi l'impact que peuvent avoir les outils de la médecine moderne. Voici Samuel, 40 ans, avant son traitement pour le sida avec les médicaments antirétroviraux, et après, une photo de Samuel 3 mois après, on a commencé son traitement. Voici Rosalie, peut-être 13 ans, au mois de janvier de cette année-là, quand elle a été diagnostiquée avec la tuberculose pulmonaire. Et voici Rosalie au mois d'août de cette année. Voici Rosette, 18 ans, avec le jour même où elle a été diagnostiquée avec la tuberculose extrapulmonaire. Et voici la même personne après 8 mois de traitement.
Alors, je vais citer les mots d'Adeline. Et ces malades, ces personnes m'ont demandé de montrer leurs images et de citer leurs mots. Adeline, avant son traitement avec les antirétroviraux, il y a 3 ans. Adeline, au mois de janvier, dans une fête pour les malades à la clinique. Que puis-je dire? Les médicaments parlent pour eux-mêmes. C'est incroyable ce qu'ils ont fait pour moi. Tout le monde a été surpris quand je suis rentré à la maison pour Noël. J'étais tellement malade avant de commencer le traitement. J'étais maigre et grâce aux médicaments, j'ai repris mon poids. J'étais si faible et je ne pouvais pas marcher. Et regardez-moi maintenant. La tuberculose et le sida. Lorsque j'ai commencé à étudier et à soigner ces 2 grandes maladies infectieuses, l'ancienne et la nouvelle, je me suis servi de la théorie du système mondial ainsi qu'on l'a baptisée en anthropologie. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'une approche très théorique. Elle consiste à replacer des phénomènes ethnographiquement visibles dans le cadre fourni par les structures économiques et sociales qui modèlent l'existence des individus jusqu'à décider de leur vie ou de leur mort. Ces structures sont transnationales et leur empreinte ne se donne pas comme ethnographiquement visible. De nombreux anthropologues ont recouru à cette approche pour tenter d'analyser les rouages sociaux de l'oppression. Permettez-moi d'illustrer cela en continuant cette discussion de la tuberculose dans notre temps. On croit généralement que la peste blanche, comme elle a été longtemps surnommée, s'est développée avec la révolution industrielle, puis a disparu. L'historienne Catherine Hotz note toutefois que la tuberculose n'a pas réapparu pour ceux qui sont battus contre elle toute leur vie et qui sont devenus des exclus du fait de la maladie. 1/3 de la population mondiale est infectée par l'agent pathogène. On peut attendre à 8 à 10 millions de cas par an et à 2 à 3 millions de morts. Comment une anthropologie critique peut-elle aborder cette maladie? À ce jour, la plupart des travaux sont hélas penchés sur ce qu'on appelle les croyances culturelles des victimes de la tuberculose. En Haïti, par exemple, les anthropologues se sont empressés de souligner que les Haïtiens, et je parle de ce qu'on appelle en Haïti les paysans haïtiens, ils s'appellent eux-mêmes les paysans, les Haïtiens considèrent souvent la maladie comme envoyée par l'intermédiaire de la sorcellerie. L'ethnologue français Alfred Métraux a décrit l'expédition des morts. Sa description rappelle en tout point les symptômes de la tuberculose pulmonaire, et je cite: « Celui qui est devenu la proie d'un ou plusieurs morts que l'on a lancés contre lui, maigrit, crache du sang et s'éteint rapidement. L'issue de ce charme est toujours fatale, à moins que la nature du mal ayant été diagnostiquée à temps et un prêtre vaudouisant, un Ougan, réussisse à faire lâcher prise aux morts. » Poursuivant ces recherches, quelques décennies plus tard, j'ai découvert que la plupart des termes utilisés à la fin du XXe siècle dans les régions rurales étaient directement issus des plantations esclavagistes. La majorité de nos malades considéraient que la tuberculose leur avait été envoyée, comme l'ont montré les enquêtes menées sur le plateau central dans les années 80. Depuis son lancement en 1985, notre clinique se charge de venir en aide aux paysans sans terre et aux enfants des villages disséminés autour de ce grand barrage hydroélectrique dont les eaux ont submergé la vallée en 1956 et privé les paysans de leurs terres et de leurs revenus. Nous pensions à ce moment-là, dans les années 80, que nous faisions du bon travail, mais nous avions tort. 3 ans plus tard, en décembre de 1998, 3 personnes d'une quarantaine d'années en cours de traitement mouraient des suites de la tuberculose. L'équipe se réunit en urgence. Pourquoi avions-nous pas réussi à éviter ces décès? Les réponses à cette question furent contradictoires. À partir d'un même constat, les malades abandonnaient trop souvent leur traitement en cours de route.
Mais les agents de santé qui partageaient les conditions de vie des malades avaient le sentiment que plus ceux-ci étaient pauvres, moins ils avaient de chances de guérir. La plupart des infirmières et des médecins haïtiens, la classe professionnelle par contre, y voyaient le résultat des croyances en la sorcellerie. D'autres enfin pensaient que les malades perdaient tout intérêt pour le traitement dès que les symptômes disparaissaient. Au cours des mois suivants, nous avons mis en œuvre, suivant le décembre 88, on avait mis en œuvre un plan destiné à améliorer les services proposés aux patients et à vérifier ces différentes hypothèses. Nous n'avons pas changé les malades, mais nous avons changé notre façon de travailler. Nous avons organisé les visites quasi quotidiennes chez les patients à qui nous avons également fourni une aide financière. Les taux de guérison sont passés de 48 à 100% en moins d'un an. Depuis 10 ans, plus personne ne meurt de la tuberculose pulmonaire dans l'aire desservie par les agents de santé. Au cours de cette année-là, les croyances ont-elles changé? Nous avons longuement enquêté auprès des patients. La majorité d'entre eux ne rejetaient pas l'éventualité d'une maladie envoyée par la sorcellerie, mais cela n'avait pas d'incidence sur le suivi du traitement dans le cadre du nouveau programme de soins. Toutefois, les représentations de la maladie ne sont pas immuables. 10 ans plus tard, les croyances culturelles ont évolué. Un nombre croissant de personnes voient la tuberculose comme une maladie infectieuse transmise par voie respiratoire, ainsi que l'ont établi l'ethnologue haïtien Didi Bertrand et son équipe. Plus concrètement, ces gens considèrent qu'on peut soigner la maladie. Cette dernière est devenue beaucoup moins stigmatisante socialement, ce qui nous ramène à notre trio indissociable, l'anthropologie, l'histoire et la biologie. La matérialité du social, bien sûr. Qu'est du sida? Comme la tuberculose, elle a été qualifiée de maladie sociale. Des chercheurs en sciences sociales, y compris des anthropologues, se sont intéressés à cette pathologie dès ses débuts. Une universitaire a parlé très tôt d'une épidémie de signification. Quantité de textes ont vu le jour. Comme beaucoup d'anthropologues, il m'est arrivé, par manque de vigilance, de séparer le social du matériel. Mais le VIH, bien qu'il progresse suivant des clivages sociaux, est aussi matériel que n'importe quel microbe. Une fois qu'il pénètre dans le corps, il exerce une action biologique et sociale profonde. Puisqu'il détruit les défenses immunitaires, les gens pauvres infectés par le VIH, au moins en Haïti, meurent le plus souvent de la tuberculose. L'année dernière, le VIH, le sida, aurait été la principale cause de mortalité due à des maladies infectieuses parmi les adultes, devant la tuberculose. Mais en vérité, les deux épidémies sont étroitement liées. Nous ne pouvons pas analyser la violence structurelle sans comprendre l'histoire. On peut en dire autant de la biologie. Par quel biais la violence structurelle prélève-t-elle son tribut? Par des balles et des bombes parfois, voire par des avions transformés en bombes volantes. Toutefois, le terrorisme et les représailles, bien que spectaculaires, ne sont que les acteurs secondaires par le nombre de victimes qu'ils occasionnent. La violence structurelle, qui est d'ailleurs à la base de bon nombre de guerres, agit lentement. Ces victimes dépérissent peu à peu, bien souvent sous l'effet de maladies infectieuses. Le sida a un impact biosocial profond, à tout point de vue. En l'espace d'une génération, il a lourdement réduit l'espérance de vie dans certains pays d'Afrique subsaharienne, en Haïti aussi, avec les conséquences qu'on peut imaginer, par exemple, sur les structures de parenté. On estime aujourd'hui le nombre d'orphelins du sida à 14 millions, dont 10 en Afrique. Tout cela est à la fois intéressant et horrible. Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour éviter ces morts causées par ces deux microbes?
qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui? Pour la tuberculose, au moins, on serait en droit de croire que la solution est à portée de main. Il existe un traitement, il n'existe pas d'autres non humains, et la maladie et il suffirait donc de détecter et de traiter tous les cas de tuberculose en phase active. Mais l'argent et la volonté politique font défaut, ce qui nous ramène à la violence structurelle et aux hégémonies sur lesquelles elle repose, bref, à la matérialité du social. On pourrait arguer que le cas du sida est plus épineux puisqu'on ne sait pas guérir la maladie. Rappelons cependant que les thérapies actuelles ont considérablement réduit la mortalité aux États-Unis et en Europe. Et je pourrais ajouter dans l'heure de notre travail à la clinique en Haïti. L'astuce consisterait à fournir les médicaments aux gens qui en ont le plus besoin. Cela demanderait une mise de fonds importante dans les années à venir, bien moins importante toutefois que celle allouée récemment au sauvetage des transports aériens par les autorités américaines. Les idéologies hégémoniques ont d'ores et déjà décrété que le sida constitue un problème insoluble. Leur justification relève de la casuistique. Ainsi, un haut fonctionnaire du département du Trésor américain, qui préfère, je ne crois pas qu'il s'agit du Trésor américain, à vrai dire, qui préfère rester anonyme, bien sûr, estime que les Africains ont une notion différente du temps et serait donc incapable de suivre un traitement avec des horaires précis. Mais nous l'avons vu à propos de la tuberculose. On commet une erreur en attribuant l'échec des traitements aux croyances des malades. Le directeur de l'Agence américaine pour le développement international a par la suite identifié l'obstacle principal, à savoir le nombre insuffisant de montres en Afrique. Certains décideurs ont souligné avec plus d'honnêteté le coût élevé des traitements et l'absence d'infrastructures sanitaires dans les pays les plus durement frappés par le VIH. D'autres encore évoquent la crainte d'une résistance acquise aux médicaments antirétroviraux. Autant d'arguments familiers à tous les spécialistes de la tuberculose et des maladies chroniques guérissables qui frappent les populations pauvres de façon disproportionnée. La distribution du sida et de la tuberculose, comme celle de l'esclavage autrefois, est donnée historiquement et modelée économiquement. Quels sont les traits communs qui sous-tendent les malheurs d'hier et d'aujourd'hui? Les injustices sociales forment le noyau de la violence structurelle. Le racisme sous une forme ou sous une autre, l'inégalité entre les sexes et surtout la pauvreté la plus crue face à l'abondance. Tous ces drames sont liés à des programmes et des dessins qui vont de l'esclavage à la quête actuelle d'une croissance effrénée. Ces malheurs sont à la fois la cause et le résultat de déplacements de population, de guerres déclarées ou larvées, de haines qui couvent et dont l'explosion n'étonne que ceux qui méconnaissent les fondements historiques des conflits contemporains. Le mépris des pauvres et ses à-côtés sous-tendent le refus d'attaquer franchement à ces problèmes et à d'autres. La violence structurelle constitue l'expression naturelle d'un ordre politique et économique aussi vieux que l'esclavage. Ce réseau social s'est mondialisé depuis longtemps. Quant à l'ordre économique qui l'accompagne, il est couronné de succès. De plus en plus, les gens ont accès à une certaine forme d'aisance, il faut le dire. La violence structurelle dispose désormais de bases symboliques
beaucoup plus puissante et convaincante que bien des arguments que nous pourrions lui opposer. L'anthropologie de la violence structurelle est donc une entreprise austère, une lutte contre l'amnésie, un effort pour travailler au plus près de la réalité. Notre tâche consiste à exposer aussi méticuleusement que possible, aussi honnêtement que possible, les rouages complexes d'une immense machinerie reposant sur une économie politique qui est tout sauf fragile. La fragilité se trouve plutôt du côté des gens qui vivent dans une misère très moderne. Il faudra sans doute attendre qu'un grain de sable enraye la machine pour comprendre enfin le coût de la violence structurelle. Non pas pour nous dans cette salle, qui sommes par définition à l'abri, mais pour ceux dont la tâche impossible consiste à survivre sans rien alors que d'autres nagent dans l'abondance. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.